Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, la reprise du dialogue entre les Ukrainiens et les Américains. Après l'altercation choc entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, des pourparlers entre Kiev et Washington, à Jeddah, en Arabie Saoudite, viennent de déboucher. Un cessez-le-feu de 30 jours est sur la table. Alors, est-ce la fin de l'humiliation? Question de notre grand débat. Dans un instant avec mes invités. Faut-il interdire TikTok à nos enfants? Notre invité franc-parler ce soir va prendre les rênes d'une commission d'enquête à l'Assemblée sur les effets psychologiques du réseau social sur les jeunes, la dépendance aux écrans. Nous en parlerons avec la députée Laure Miller ainsi que la neurologue Servane Mouton. Enfin, grand angle ce soir sur les cahiers de doléances. Souvenez-vous, ces 200 000 contributions citoyennes rédigées par les Français après le mouvement des Gilets jaunes. C'est un trésor national, et oui, que l'Assemblée a décidé d'ouvrir à tous. Voilà pour le sommaire. Ça vous regarde, installez-vous. C'est parti. Les Ukrainiens seraient-ils sur le point de retrouver le soutien de Washington? Ce soir, les Américains viennent d'annoncer qu'ils levaient la suspension de l'aide militaire et du renseignement à l'Ukraine. Ils proposent un cessez-le-feu de 30 jours, acté par Kiev. C'est donc une étape décisive en vue de la fin de la guerre. Et ce soir, la balle est dans le camp de Moscou. Bonsoir, Général Trinquant. Bonsoir. Et merci d'être là, Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire à l'ONU. Vous débattez ce soir avec Vincent Hugeux. Bonsoir. Bonsoir, Myriam. Grand reporter, essayiste et enseignant à Sciences Po. Bonsoir, Natalia Pouzirev. Bonsoir. Bienvenue, députée Ensemble pour la République, le parti présidentiel, député des Yvelines. Vous revenez d'Ukraine dans le cadre du groupe d'amitié à l'Assemblée. Enfin, bonsoir, Bastien Lachaud. Bonsoir. Député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, spécialiste des questions de défense et vice-président du groupe d'amitié France-Ukraine. Merci à tous les quatre. Un débat qui s'ouvre par le récap. Beaucoup d'actu ce soir. Elle vient de tomber avec Thibaut Enoch. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. La paix en Ukraine se discute donc en Arabie Saoudite, à Jeddah aujourd'hui. Oui, regardez cette image, 3 drapeaux hissés dans un palace sur les bords de la mer Rouge. À gauche, celui des États-Unis, à droite, celui de l'Ukraine, au centre, celui de l'Arabie Saoudite, hôte et arbitre inattendu de ces pourparlers de paix. Des pourparlers de paix sans la Russie et sans l'Union européenne. Mais plus étonnante que cette absence à laquelle on s'habitue déjà, celle de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien est pourtant bien à Jeddah, accueilli par le prince héritier hier, mais ce n'est pas lui qui se trouve à la table des négociations aujourd'hui. Voyez plutôt, 7 hommes ont mené les discussions, 2 Américains, 2 Saoudiens et 3 Ukrainiens. Pour les États-Unis, on retrouve le secrétaire d'État Marco Rubio, accompagné du conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Pour l'Ukraine, le ministre des Affaires étrangères, le chef de cabinet de la présidence et enfin le ministre de la Défense. 7 hommes qui se sont réunis pendant plus de 9 heures. Alors, qu'est-ce qui a été décidé? Alors, Kiev et Washington se sont mis d'accord d'abord sur plusieurs points. Un accord sur les minerais devrait être signé dès que possible. On parle aussi d'une reprise immédiate de l'aide américaine à l'Ukraine. Enfin, l'Ukraine dit soutenir une proposition américaine de cessez-le-feu de 30 jours. En entrant dans les négociations, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait dit « On ne va pas obtenir de cessez-le-feu et de fin à cette guerre si les 2 parties ne font pas de concessions ». On connaît désormais tout ou partie des concessions ukrainiennes. Reste à savoir si les Américains parviendront réellement à en imposer à la Russie. En tout cas, l'Ukraine accepte de négocier avec la Russie. La balle est dans le camp de Moscou, dit ce soir Marco Rubio. Alors, des pourparlers qui interviennent au lendemain de frappes ukrainiennes en Russie. Oui, la plus grande attaque de drones ukrainiennes contre la Russie depuis le début de la guerre. Elle a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi. On parle de 337 drones qui ont ciblé en particulier la région de Moscou. Les dégâts sont minimes, mais le symbole est là. Écoutez ce porte-parole ukrainien. La plus grande attaque de drones de l'histoire a été menée contre Moscou et sa région. Ce raid est un signal supplémentaire adressé à Poutine pour lui signifier que la trêve aérienne est quelque chose qui devrait l'intéresser. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron prépare la suite à Paris.
Oui, la France et l'Europe, absentes des discussions de paix, préparent pourtant sa mise en œuvre. Autour du président de la République, le chef d'état-major des armées de 34 pays se sont réunis aujourd'hui. Des hauts gradés représentant les États de l'Union européenne, mais aussi la Grande-Bretagne, la Turquie, le Canada et même l'Australie. Ils ont discuté des contours d'une force de maintien de la paix en Ukraine, si celle-ci venait à être signée. Une initiative défendue par la France et le Royaume-Uni est baptisée Coalition des volontaires. Un édifice qui sera long à bâtir, mais dont la première pierre a donc été posée cet après-midi par Emmanuel Macron. Un édifice inédit sans les États-Unis. Merci beaucoup Thibaut Hénoc. On va évidemment reprendre point par point les différentes annonces qui nous parviennent donc d'Arabie Saoudite ce soir. Vincent Hugeux, c'est pour parler, c'était comment dire, le parallèle de ce qui s'était passé à Riyad il y a à peu près un mois avec la Russie. Après toutes les violences et les humiliations des Américains vis-à-vis des Ukrainiens, on s'était dit, il ne va rien se passer. On a quand même substantiellement des annonces ce soir avec la reprise de l'aide militaire américaine et avec un cessez-le-feu sur la table, acté par Kiev de 30 jours. On va voir les détails, est-ce que ça vient des Ukrainiens ou est-ce que... Mais comment vous interprétez ce qui se passe ce soir? Qui a cédé à qui, finalement? Comme on disait sous la Troisième République, enfin les difficultés commencent. C'est-à-dire qu'on va maintenant entrer dans le dur. Côté américain, on a eu tellement d'embardés de la part de Donald Trump et son orchestre. Un jour blanc, le lendemain noir, le jour d'après gris clair ou gris foncé, qu'il faut se garder de toute pulsion d'optimisme prématuré. La vraie difficulté de l'exercice, c'est que précisément, il y a un absent dans la pièce. Et il s'agit évidemment de la Russie. Alors certes, j'entends bien qu'il s'agit d'amorcer un processus qui doit mener à une négociation. On est dans des pourparlers, ce n'est pas des négociations. On est dans une phase préparatoire. Mais j'observe aussi que jusqu'à maintenant, quand il est question de concession, on y faisait allusion à l'instant, on exige de l'Ukraine de sacrifier une partie de son territoire, de renoncer à l'essentiel de sa puissance militaire. Quels sont les compromis qui ont été offerts par la Russie? Aucun. Pour l'instant, aucun à ce stade. Les objectifs de guerre d'aujourd'hui sont, vus du Kremlin, les mêmes à la virgule près que ceux qui avaient été affichés en février 2022. Mais la lecture que vous faites ce soir, c'est que le coup de pression a payé de Washington, général Trinquant, ou au contraire, peut-être que les Ukrainiens, avec leur proposition de trêve au départ en mer et dans les airs, a pu être le début de quelque chose qui retrouve un tout petit peu d'oxygène pour Kiev et un peu d'indulgence du côté de Washington. Alors dans la préparation de cette réunion, je retiens 2 points. Tout va mieux quand Trump n'est pas là. Trump n'est pas là. Son ministre des Affaires étrangères, on le sait, Marco Rubio, est beaucoup plus ouvert. Il était, lui, plus en soutien de l'Ukraine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'entendais parler tout à l'heure, les Européens ne sont pas là. Je rappelle que la position des Européens était pas de trêve en Ukraine sans les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont là. Donc ça, c'est un point essentiel. Pour le reste, je suis un petit peu comme Vincent Hugeux, je suis un peu dubitatif parce que les Russes ne sont pas là. Et on a parlé de la paix par la force. Vous vous souvenez, c'est le terme qu'avait employé à la sortie de l'Élysée lorsqu'il y avait eu la rencontre Zelensky-Trump. Or, la paix par la force n'avait été utilisée jusqu'à maintenant contre l'Ukraine. Donc on va voir si la force peut être utilisée contre la Russie. Mais quand même, cette suspension, et c'est pas le militaire que vous êtes, du renseignement, qui mettait complètement les Ukrainiens dans le noir. S'il reprend, il faut être prudent ce soir évidemment, et on vérifiera sur le terrain, mais s'il reprend là, est-ce que selon vous, c'est Kiev qui réussit quelque chose à se mettre autour de la table, ou c'est la manière de négocier de Trump qui part très dur pour pouvoir ensuite obtenir ce qu'il souhaite? Je pense que l'annonce d'une trêve et en même temps de la reprise de l'aide à l'Ukraine est une façon pour les Américains de dire « nous utilisons la paix par la force contre la Russie » puisqu'on redonne à l'Ukraine des moyens que nous lui avions retirés. Alors qu'on le sait que ces derniers jours, on parlait de la catastrophe que ça représentait pour l'Ukraine. Donc,
ils mettent le poids du côté de l'Ukraine aujourd'hui. Le ton change. Le ton change. Après, il faut évidemment rester prudent. Et voilà, les volte-face de Donald Trump sont légion et quotidiennes. Natalia Pouzyrev, le président ukrainien est en train de s'exprimer. Et voilà ce qu'il dit ce soir, c'est que selon lui, les États-Unis ont compris les arguments de l'Ukraine. Et que maintenant, la balle est dans le camp, évidemment, de la Russie. Mais pour l'Ukraine, tel que c'est présenté ce soir, il y a une forme de, comment dire, de satisfaction. Oui, de satisfaction, en tout cas de dialogue retrouvé. Mais moi, je partage tout à fait ce sentiment-là. Hein. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai trouvé que c'était une étape très positive. Très positive dans le sens où le soutien à l'Ukraine, le soutien américain à l'Ukraine va reprendre. Et puis, très positif parce qu'effectivement, la balle est dans le camp des Russes. Mais je pense que même plus que ça, ils sont 30 jours de cessez-le-feu, est-ce que c'est imaginable pour Moscou? Ils sont au pied du mur. Parce que jusqu'à présent, le discours américain était de dire tout est plus ou moins la faute de l'Ukraine. Si cette guerre a commencé, c'est pour ça qu'on suspend notre aide. Les Ukrainiens ont toujours dit, mais nous, on veut la fin de la guerre, bien sûr, on veut la paix. Mais vous ne pouvez pas nous reprocher que c'est de notre faute, d'une part, et d'autre part, nous pensons que les Russes ne veulent pas la paix. Donc là, quand je dis qu'effectivement Moscou est au pied du mur, on va voir quelle est la volonté de mettre fin à ce conflit, alors qu'ils sont en train de reprendre des villes autour de Koursk. Vous qui revenez, voilà. On va parler de Koursk, mais vous qui revenez d'Ukraine, évidemment, les populations, la guerre est en cours, mais la population demande maintenant la paix et demande une négociation juste et durable de paix. Quelle forme peut prendre ce cessez-le-feu ? Alors déjà, on est très loin d'une paix juste et durable. Hein. Bien sûr. Un cessez-le-feu permettra effectivement d'entamer des négociations ou d'avoir des pourparlers un peu plus sur le fond. Et aujourd'hui, les Ukrainiens, après les discussions que nous avons eues, restent très résolus quant à avoir des conditions qui soient acceptables. Par exemple, aujourd'hui, dire on va geler la ligne de front alors que la ligne de front passe au milieu de l'oblast de Zaporijjia, ce n'est pas forcément une condition possible parce que les Russes revendiquent l'ensemble de l'oblast de Zaporijjia. Oui, et évidemment, pour les populations, ça a des conséquences. Leur terre. Donc finalement, ce temps doit être mis à profit pour trouver des conditions qui soient acceptables par les Ukrainiens, parce que pour le moment, ce qui prévaut en Ukraine, c'est l'esprit de résistance. Bastien Lachaud, comment vous recevez ces différentes annonces ce soir? Est-ce que vous êtes satisfait, au fond, déjà de ce pas? On n'est plus dans l'humiliation. Est-ce que vous l'actez, ça? Écoutez, il faut prendre toutes ces informations avec beaucoup de prudence. On voit aujourd'hui quelle est la volatilité des positions américaines. Ce qui est certain, c'est que l'Ukraine, d'une certaine manière, a déjà cédé vis-à-vis des Américains, vu que l'Ukraine s'est engagée à signer ce traité sur les minerais pour, d'une certaine manière, rembourser l'aide américaine. C'était la demande initiale de Donald Trump. C'est ce qui avait échoué à la Maison-Blanche, on s'en souvient, il y a une dizaine de jours. C'est la deuxième version. Moi, j'étais à la conférence de sécurité de Munich. Expliquez-nous précisément. Moi, j'étais à la conférence de sécurité de Munich lorsque les Américains sont arrivés, et notamment sénateur américain avec le plan, voilà, il n'y a plus qu'à signer là, M. Zelensky. Et Zelensky a dit non. Il a dit non. Donc de quelle terre rare on parle? Les Américains ont été les premiers humiliés parce que c'était un accord qui devait garantir toute la maîtrise de ces coopérations qui seraient mises en place, de ces opérations donc de mines en fait en Ukraine, avec tous les bénéfices qui devaient aller aussi. Donc pour vous, l'Ukraine sauve en partie la face. L'Ukraine a complètement remanié l'accord et dans une version qui est beaucoup plus acceptable pour eux. Donc, l'accord sur les minerais et la reprise de l'aide. On va voir dans quelle mesure et dans quels détails précisément. Oui. Donc, vous êtes prudent ce soir. Oui, parce que de toute manière, aujourd'hui, on le voit, les Américains ne visent que leurs propres intérêts. Au fur et à mesure, ces intérêts évoluent, mais c'est ça qui est la boussole de Donald Trump. Donc là, il a obtenu l'accord sur les minerais. Il remet l'aide ukrainienne. On ne sait pas pour combien de temps. Parce qu'à partir du moment où il l'a retiré une fois, très clairement,
il pourra la retirer une deuxième fois, ce qui fait que l'Ukraine reste de toute manière fragilisée. Mais ce que vous dites ce soir, j'espère que Moscou va accepter ce début de dialogue, au moins ce cessez-le-feu de 30 jours. Évidemment, depuis le début du conflit, nous appelons à une solution diplomatique. Donc maintenant que la solution diplomatique est là, nous ne pouvons que nous en satisfaire. Donc reste à savoir maintenant ce que l'Ukraine va être obligée de céder dans ces négociations. Parce que là, honnêtement, le fait qu'il se retrouve au vu et au sud de tout le monde dans la main de Donald Trump, parce qu'on a vu les conséquences d'une simple décision de Donald Trump, fait que les objectifs de guerre qui avaient été fixés par l'Union européenne, par les Ukrainiens, sur le retour de la Crimée, le retour des territoires actuellement occupés par l'armée russe, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, aujourd'hui, ces trois exigences initiales des Ukrainiens et des Européens sont refusées par la Russie. Et je ne suis pas sûr que Donald Trump, et d'ailleurs à aucun moment, les États-Unis de Donald Trump ne se sont engagés sur ces trois objectifs-là. Et donc, moi, ma crainte, c'est que l'Ukraine se retrouve à négocier dans une position de faiblesse, que nous n'ayons pas une paix juste pour la population ukrainienne, qui a quand même, il faut penser au sacrifice de la population ukrainienne, à ces dizaines de milliers de morts, ces veuves, ces orphelins, une population qui va souffrir pendant des décennies dans leur chair de ce conflit. Pourquoi se sont-ils sacrifiés aujourd'hui ? Alors, la question maintenant, c'est peut-être comment renforcer les positions ukrainiennes dans la négociation. Ce qui frappe, c'est que les Européens ne sont pas en Arabie Saoudite. D'abord, pourquoi l'Arabie Saoudite, Vincent Hugeux? Pourquoi c'était Riyad avec les Russes, maintenant c'est la ville de la mer Rouge, Jeddah. Quel rôle joue le prince Mohammed Ben Salman qui a rencontré Volodymyr Zelensky? Quel type de médiateur? On sait que le prince héritier a une ambition, je dirais, quasiment planétaire. Il veut inscrire son royaume sur la carte du monde comme un faiseur de paix. Il est toujours dans une rivalité systémique avec l'ennemi iranien, en dépit d'une réconciliation très théâtralisée sous l'égide de la Chine. Vous aviez en fait deux acteurs qui en fait prétendaient à ce rôle de médiateur, c'était l'Arabie Saoudite et la Turquie. La Turquie, membre de l'OTAN, c'était un peu compliqué. L'Arabie Saoudite, en réalité, est plus le décor. Elle prête la salle, mais elle ne dicte pas le menu. Mais l'Arabie Saoudite, il faut le reconnaître, avait été active, d'une part, dans un processus d'échange entre des Occidentaux et des détenus russes, convaincus d'espionnage pour la plupart d'entre eux, et puis ensuite avait également été le théâtre de cette première séance de travail entre le trio américain et l'équipe Lavrov. Voilà. Et pourquoi Zelensky, qui est à Riyad, on l'a vu rencontrer le prince d'Arabie, ne négocie pas directement? C'est normal, c'est pas son niveau. Voilà. Après ce qui s'est passé, c'est plus possible aussi peut-être. Voilà, exactement. Je rajoute que l'Arabie Saoudite, c'est le tuyau permanent pour les échanges de prisonniers de guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Donc il y a des filières qui fonctionnent. Je voudrais qu'on dise un mot sur ce qui s'est passé à la veille de ces pourparlers, de ce préalable aux négociations, ces attaques de drones. Puisque cette trêve a sans doute concerné les airs, si elle est acceptée par Moscou, avec cette pluie de drones, plus de 300 drones envoyés par Kiev sur la Russie. Autour, on le voit à l'image, autour de la région de Moscou. C'est la plus grosse attaque qui a été menée depuis 3 ans par l'armée ukrainienne. Oui, c'est la plus grosse attaque et la veille de la négociation, ça montre clairement que l'Ukraine voulait dire, nous aussi, on va négocier la paix par la force. Donc on va vous montrer qu'on est capable. Vous pensez que ça peut marcher, ça, ce genre de dissuasion? Écoutez, il y a quelque chose, j'ai écouté des interviews de gens, c'était absolument extraordinaire, à Moscou, qui disaient « Ah mais nous, on n'a rien à voir avec ces affaires de géopolitique, il faut nous laisser en dehors ». Bon, poser la question aux Ukrainiens, je veux dire, ils le vivent tous les jours. Donc c'était assez étonnant. C'est une façon de dire aux citoyens russes, aux Russes, vous êtes dans la guerre. La première chose. La deuxième chose, c'est que ces attaques de drones, c'est très intéressant, parce qu'il y en a qui viennent d'Ukraine, mais il y en avait qui viennent de Russie. Les frappes les plus lointaines, en fait, elles ne viennent pas d'Ukraine, elles viennent de Russie. Ça veut dire que... Depuis la région de Koursk, où il y a des Ukrainiens? Non, à partir de dispositifs infiltrés ukrainiens dans le territoire russe. Et ça, c'est pas la première fois. Il y a eu des attentats sur des voies de chemin de fer contre des personnes, etc. C'est-à-dire qu'il y a un réseau ukrainien qui est capable de s'infiltrer et de frapper au cœur, avec parfois le soutien de Russes. Et donc, pour les Russes,
c'est aussi un problème. Ils n'ont pas été capables, avec leurs armes antiaériennes, d'arrêter ces drones. Alors certes, ce sont des drones, donc ils ont des charges plus légères que les missiles, mais quand même, ils frappent au cœur de Moscou. Pour et bien ça, se figurer ça les pose choses, problème à la Russie. c'est une attaque de drone qui s'est faite donc sans le renseignement américain, donc sans les yeux de la guerre, pour le dire assez rapidement, ou en tout cas la capacité d'être précis dans le ciblage. Ça veut dire que ça s'est fait de façon plus aléatoire. Qu'est-ce qu'ils perdent? Alors, ça va sans doute revenir, mais qu'est-ce qu'ils perdent très concrètement avec le renseignement américain? Mais dans cette attaque de drone, si vous voulez, la cartographie des objectifs, elle est faite depuis longtemps. Donc, ce n'est pas parce qu'on coupe d'un seul coup les images qu'on n'a pas la vision de là où on doit frapper. Ils savent parfaitement où ils doivent frapper. En revanche, la perte du renseignement, c'est plutôt sur les 2 attaques des 2 nuits précédentes russes que ça a un impact, parce que le système, ce qu'on appelle le système d'alerte avancée, c'est-à-dire que les Américains qui sont capables de dire les avions décollent, les missiles se préparent, etc., donc de donner une préalerte pour les systèmes anti-aériens ukrainiens, là, ne pouvait pas fonctionner. Et ça c'est vraiment un problème. Alors, on revient sur les annonces de ce soir, puisque l'aide militaire américaine devrait donc reprendre, qu'elle soit en armes ou qu'elle soit en renseignement. Ça veut dire que les Ukrainiens vont pouvoir continuer à se battre pour essayer de maximiser leur position, d'arriver dans la négociation, Natalia Pouzyrev. Est-ce qu'on peut le penser, ça? Vous parliez de Zaporijia, il y a des villes comme Kramatorsk, il y a beaucoup de villes qui sont dans ces 20% de territoire dont on ne connaît pas le destin encore futur de... Voilà. Donc, est-ce que ça, on peut faire confiance aux Américains ou pas, vous, l'élu que vous êtes? Alors, d'abord, la première condition, première chose demandée par les Ukrainiens, effectivement, c'est le soutien politique. Soutien politique qui s'exprime aujourd'hui, finalement, des Américains en poursuivant l'aide. Soutien politique des Européens, ça, je crois qu'on leur a assuré qu'ils l'avaient, qu'on était derrière eux. Et la deuxième chose, effectivement, c'est du matériel de défense aérienne. C'est pouvoir envoyer des missiles qui contrent les bombes qu'ils reçoivent toutes les nuits sur la tête. Donc, c'est primordial pour leur protection, pour la protection des civils, pour la protection des infrastructures ukrainiennes, de pouvoir disposer du matériel américain, et pas seulement, il y a du matériel aussi européen, pour la protection des civils, des populations. Et puis, enfin, les Ukrainiens produisent de plus en plus de munitions et de drones, et on voit bien qu'ils sont capables de les opérer jusqu'à Moscou. Néanmoins, il leur faut pouvoir s'appuyer pour repousser les attaques russes sur le renseignement, comme cela a été dit précédemment. Donc je pense que c'est vraiment ça un point très positif et un gain positif pour les Ukrainiens. Après, ça ne veut pas dire que la paix est au bout du chemin. Bien sûr, non, mais évidemment. Les Russes ont des exigences, et ce que l'on ne sait pas, c'est où les Américains qui vont maintenant négocier avec la partie russe, où les Américains mettent les lignes rouges. Si par exemple... Leur propre ligne rouge vis-à-vis de Moscou. Vous pensez qu'ils en ont encore? Vincent Hugeux, c'est la seule question. C'est la crainte écrasante des heures et des semaines qui viennent. On sait que l'obsession de Trump, c'est en finir au plus vite et quel qu'en soit le prix. Bon. À partir de là, on risque de retrouver un scénario un peu à la Minsk 2014-2015, c'est-à-dire une cote mal taillée, une paix dont tout le monde nous explique qu'elle doit être durable, solide, garantie, etc., mais qui, en réalité, ouvre la voie à d'autres conflits à venir. Parce qu'il y a quand même un principe que l'histoire nous enseigne, c'est que la paix à tout prix, c'est la guerre pour toujours. Hein. Donc vous êtes très pessimiste. Moi, ma crainte, elle est vraiment celle-là. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, plusieurs des dispositions envisagées, je dis bien envisagées, et notamment relayées par l'Élysée cet après-midi, à savoir une participation effective des Européens. On y va justement. Un refus de la disjonction avec le système otanien, tout ça est anathémique vu de Moscou. Je ne vois pas le Kremlin se renier au point d'accepter ce qui a toujours été considéré comme des triples lignes rouges depuis le début. Moscou a toujours dit non à toute présence au sol sous pavillon OTAN, quel qu'il soit. Alors, justement, on y vient, Vincent. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron a reçu les chefs d'état-major d'une trentaine de pays alliés, de l'Europe et de l'OTAN, pour commencer à parler de ces fameuses garanties de sécurité à fournir à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu et de traité de paix. La question de l'envoi des troupes au sol est au cœur de ces discussions. Il y a beaucoup de questions qui se pose encore, comme nous l'explique Dario
Une force internationale pour garantir le cessez-le-feu, une idée de plus en plus concrète. Une fois la paix signée, pour que l'Ukraine ne soit pas à nouveau envahie par la Russie, il nous faut le préparer. Cela passera à coup sûr par un soutien à l'armée ukrainienne dans la durée. Cela passera aussi peut-être par le déploiement de forces européennes. Quelle forme prendrait cette force internationale? La Russie a déjà prévenu qu'elle n'accepterait aucune troupe de l'OTAN ou sous bannière de l'Union européenne. Une coalition devrait donc être créée pour l'occasion, mais ces troupes n'auraient pas vocation à être sur le front. Des divisions pourraient être positionnées près des grandes villes, Kiev, Odessa ou Dnipro. Quel pays enverrait ces soldats? La France et le Royaume-Uni qui mènent les pourparlers sont en première ligne, d'autres ont fait savoir leur accord comme l'Australie. J'ai exprimé clairement, publiquement et à plusieurs reprises que nous pourrions envisager de participer à toute mission de maintien de la paix en Ukraine. Un grand absent, les États-Unis. Donald Trump refuse tout militaire américain sur le sol ukrainien. Le Premier ministre polonais ne veut pas non plus y participer. De nombreux pays européens, comme l'Allemagne, l'Espagne ou la Norvège, trouvent cette discussion prématurée tant que la paix n'est pas signée. Combien de soldats pourraient être envoyés? La presse britannique donne le nombre de 30 000, la France tempère. Ce sont des chiffres médiatiques qui ne veulent rien dire. Tout dépend de leur mission et de leur positionnement. Troupes de paix à des fins d'observation, de réassurance ou de déconfliction. Le déploiement de cette force internationale se fera seulement si elle est acceptée par les deux parties en guerre. Bastien Lachaud, je voyais lever les yeux au ciel pendant ce sujet. Vous ne pourriez pas soutenir l'envoi de troupes au sol pour garantir la sécurité d'un futur accord de paix, pour éviter un Minsk 2, 3, 4 ? En fait, il ne faut pas prendre le sujet comme ça. C'est la question de principe déjà, oui, non, avant d'entrer dans les détails. Alors, sur la question de principe, des troupes au sol françaises, sous mandat de l'ONU, pas de problème. Mais il est là la question. Là, on est en train plutôt d'envisager un mandat européen ou OTAN, mais compliqué avec les Russes, forcément. Les Russes ne veulent ni Union européenne, ni OTAN. Sur l'OTAN, ils ont dit non, mais pas forcément sur l'Union européenne. Sur l'Union européenne. Pourquoi le Royaume-Uni et la Turquie étaient à la réunion de cet après-midi alors, vu que ce sont deux pays otaniens? Donc, vous voyez bien que, moi je trouve que la réunion d'aujourd'hui ne marque qu'une chose. L'échec diplomatique terrifiant d'Emmanuel Macron. 30 pays qui sont d'accord pour envoyer des troupes au sol, c'est un échec? Mais bien sûr, parce que de quoi parlent-ils ces 30 pays? Ils parlent du fait qu'eux-mêmes pourraient servir de garantie à un traité auquel ils n'auraient pris aucune part. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas négocier... L'Europe essaye justement de peser sur ces négociations parce que les garanties de sécurité font partie de ce traité. Mais le seul problème, c'est que ces garanties de sécurité... elles ne sont pas discutées par les 30 nations qui étaient réunies aujourd'hui. Elles sont discutées en Arabie Saoudite sans les pays européens. Alors, c'est un débat. Général Trinquant, qu'est-ce que vous répondez au député Lachaud? Je disais tout à l'heure que dans la réunion, les Américains étaient avec les Ukrainiens, ce qui était une victoire, puisqu'au départ, on ne parlait pas qu'on négocie pour l'Ukraine. L'Ukraine est présente. Et l'Ukraine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte le projet qui a été négocié à Londres avec tous ces pays-là. C'est le premier point. Le deuxième point, je suis comme Vincent, les Russes ont toujours refusé ça. Donc on verra comment les Américains arrivent, eux, à leur forcer la main ou pas. Je reviens une petite seconde sur l'affaire de l'ONU, que je connais un petit peu. Faisons bien la différence entre des troupes sous mandat de l'ONU et des troupes sous commandement de l'ONU. Et sous mandat de l'ONU, ça veut dire que c'est une résolution de l'ONU qui confirme qu'il y a un cessez-le-feu. Et je trouve que la formule est intéressante, parce que là, les Américains, comme les Russes, sont obligés de s'engager en votant cette résolution, en donnant mandat à une coalition pour pouvoir monter une opération. Et ça ne veut pas dire que c'est un commandement de l'ONU. Voilà, avec votre expertise aujourd'hui, c'est quelque chose cette coalition, cette planification de la future coalition, elle est en cours. Quelle bannière, quel mandat serait possible dans la contrainte existante. Sachant que ces troupes, elles ne seront pas belligérantes, mais si elles étaient attaquées, elles devraient être armées pour répondre. Il ne s'agit pas juste de regarder la frontière de loin. C'est le propre de toutes les troupes où on se trompe toujours en disant qu'ils n'ont pas le droit de combattre. C'est faux. Ils ont le droit de se défendre en permanence. C'est une règle de base. Simplement, un mandat de l'ONU qui donne mandat à une coalition pour le faire, et ce qui se passait aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas assez dans cette réunion, où il y avait 34 chefs d'état-major, c'est qu'elle était coprésidée par la France et le Royaume-Uni. Et pourquoi? Parce que la France et le Royaume-Uni ont des accords de coopération bilatéraux sur la création d'une force qu'on appelait force expéditionnaire, enfin comme vous voulez. Indépendamment de l'OTAN? Voilà. C'est bilatérale. France et à partir de cette force bilatérale, on peut construire avec
des volontaires. Au passage, la Suisse, pays neutre, a dit je suis prêt à participer. Donc une force multilatérale avec plusieurs pays, qu'ils soient membres ou non de l'OTAN, à la question, on ne sait même pas la question, peu importe, qui seraient d'accord pour envoyer des troupes, avec ou sans Washington en backstop. Alors la question, bien sûr, pas de troupes au sol, ça les Américains l'ont déjà dit. Le problème, c'est que la couverture aérienne pourrait être fournie par les États-Unis. Mais encore ça veut dire quoi concrètement? La couverture aérienne, il y aurait des avions qui surveilleraient la frontière. Il y a une capacité d'action aérienne au profit de ces troupes. C'est-à-dire que... Donc la garantie des troupes serait américaine, mais dans les airs. Oui, dans les airs, voilà. Pas simplement. Mais encore une fois, les Russes sont contre toute cette formule. Donc aujourd'hui, moi, ma difficulté, c'est comment M. Trump, enfin M. Trump ou les Russes, les Américains, j'en sais rien, peuvent faire admettre aux Russes quelque chose qu'ils ont toujours refusé. D'accord, Vincent Hugel. Idéalement, une force ad hoc avec un mandat onusien. Sans oublier que la Russie est pourvue de droit de veto et pourrait donc faire derrière le processus. On a quasiment tous oublié un concept qui est apparu en 2018 qui s'appelait l'initiative européenne d'intervention, qui était en fait l'idée d'une coalition d'États qui pourrait se retrouver pour lancer des initiatives opérationnelles. Et ça ne s'était concrétisé, si ma mémoire ne me trahit pas, qu'une seule fois dans le détroit d'Ormuz, donc au niveau du golfe Persique, pour des surveillances maritimes. Mais donc ça veut dire qu'on a déjà plusieurs fois inventé des formules. Le problème, c'est pas tellement ça, la capacité d'initiative humaine est sans limite. C'est qu'on va se heurter à ce que le général vient d'exposer, c'est-à-dire que là, on vient toucher le corps de doctrine de Moscou. Et donc, ça veut dire qu'ils ne veulent aucune garantie de sécurité. C'est clair et net, ils ne veulent aucune forme de capacité de faire en sorte que cet accord soit respecté. Ils veulent la démilitarisation de l'Ukraine, sa neutralité. Donc là, je trouve plutôt que... Le départ de Zelensky, sans doute. Le départ de Zelensky, mettre à terme peut-être un pouvoir qui soit plus complaisant avec Moscou. Donc si vous voulez, plutôt que de rester spectateur, là on a quand même des Européens et largement au-delà de l'Europe qui se mobilisent. Et notamment sous le leadership britannique et français. Donc parce qu'il s'agit de ne pas rester spectateur, il s'agit de se préparer à toute éventualité. Les Américains peuvent-ils en faire une ligne rouge, ces questions de garantie de sécurité, même sans eux en deuxième volant? Est-ce qu'ils peuvent imposer ces garanties à Moscou? S'ils en avaient la volonté, ils pourraient le faire. Mais j'ai un doute persistant sur la force d'âme de l'administration Trump. J'ajoute un élément, ne confondons pas ces discussions qui sont en fait des préalables, qui sont des palabres préparatoires, et la véritable négociation. Je crois comprendre que dans la délégation ukrainienne, l'un des points qui a été discuté à Jeddah, c'était précisément une participation significative des partenaires européens à la suite des événements, c'est-à-dire à la véritable négociation. Et c'est le pari, alors perdu ou pas. Donc d'inviter cette fois-ci l'Europe à la table des négociations. Comme ça s'est passé à Minsk, il faudrait que l'Union soit présente. Ça, vous y croyez? Parce que pour l'instant, dans aucun de ces pourparlers préparatoires, l'Europe n'existe. Alors, les Américains s'en sont sortis par une petite excuse en disant on ne peut pas avoir 27 pays autour de la table. Mais à partir du moment où on a représentants diplomatiques en Europe, à partir du moment où on a la France, la Grande-Bretagne qui sont en capacité de porter la voix des autres États membres et des autres alliés au sein de l'OTAN, je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir une association, si pas l'association de tous les États membres. Je pense que c'est encore une carte à jouer, mais je suis d'accord. Moi, je reste très, réservée quant aux conditions que la Russie est susceptible d'accepter, puisque Poutine, il tient son pays par la guerre, aussi par le fait qu'il reste dans cette position, même s'il n'appelle pas ça une guerre, mais dans cette position de dire l'Occident nous attaque, donc c'est nous les victimes, c'est nous qui devons... Beaucoup de prudence. Je vais vous donner le mot de la fin, oui, juste Général pour Trinquant. dire qu'on est devant des périodes encore compliquées, où il y a beaucoup de choses à faire, et donc Myriam, beaucoup d'émissions à faire sur ces sujets. Et vous le savez très bien, mon général, plus que le bienvenu sur ce plateau, comme tous les trois. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. C'est évident qu'on va être amené à se revoir. Il faut que ça décante ces différentes annonces. Merci à vous. Et bonsoir Laure Miller.
Bonsoir. Merci d'être mon invité franc-parler dans un instant pour évoquer votre commission d'enquête. TikTok et les ravages de cette appli sur les jeunes. Alors faut-il carrément l'interdire, cette application en France pour nos ados? D'autres l'ont fait, comme nous l'explique Marion Becker dans son invitation interview juste après. Si on vous invite, Laure Miller, c'est parce qu'une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs va voir le jour à votre initiative. L'objectif, comprendre comment la plateforme aux 15 millions d'utilisateurs en France capte l'attention des plus jeunes et les rend accros. En moyenne, les enfants de 4 à 18 ans y passent 1h47 par jour. La moitié des 11-12 ans ont un compte TikTok, alors que l'application est théoriquement interdite aux moins de 13 ans. Alors, Laure Miller, vous, l'ancienne avocate, élue députée de la Marne depuis janvier 2023, vous avez l'intention d'entendre les responsables de TikTok France. Vous voulez avoir accès à l'algorithme de la plateforme, jusqu'ici jalousement gardé par ses créateurs, et qui, en 1 heure, est capable d'établir le profil psychologique de l'utilisateur pour lui proposer du contenu en fonction de ses préférences. Des bulles de filtre dont vous souhaitez comprendre les effets sur les enfants. Entre la musique entêtante, les contenus hyper sexualisés, les contenus violents, les incitations au régime, j'ai fait pour perdre 20 kilos. Le harcèlement en ligne. En France, 11 familles ont assigné TikTok en justice. Elles reprochent à la plateforme de ne pas avoir modéré des contenus en lien avec le suicide, l'automutilation et les troubles alimentaires. Alors vous avez décidé de vous pencher, Laure Miller, sur la santé mentale, les répercussions psychologiques de l'utilisation de TikTok sur les enfants. Et bienvenue sur ce plateau, Laure Miller. Vous serez donc la rapporteure. Le vote en décidera, mais c'est sans doute le cas, puisque ce principe de cette commission d'enquête a été acté aujourd'hui sur TikTok, qui va travailler pendant 6 mois à l'Assemblée. Et vous dialoguerez ce soir avec la neurologue Servane Mouton. Bonsoir, vous êtes à distance avec nous. La coprésidente de la commission sur l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans, auteur d'un tract récent chez Gallimard au titre éloquent « Écran, un désastre sanitaire, il est encore temps d'agir ». Je commence avec vous, Laure Miller. Le diagnostic, il est très connu. Il y a des actions collectives de famille devant les tribunaux, il y a eu des documentaires, il y a eu des enquêtes. En fait, TikTok, c'est ultra nocif pour nos ados parce qu'il y a un algorithme hyper agressif qui balance, qui bombarde des contenus dépressifs. Est-ce que c'est vraiment le temps de l'enquête et du diagnostic, ou est-ce qu'il ne faut pas passer directement aux actes, Madame la députée? Eh bien, alors j'entends ce que vous dites et je m'en réjouis, mais je ne crois pas. Je crois que le diagnostic, il n'est pas si évident que cela, dans la mesure où, en effet, des études internationales, notamment dans d'autres pays, ont pu être faites, mais le lien direct entre l'utilisation de ce réseau social qui est TikTok et l'impact direct sur la santé mentale de nos jeunes particulièrement, il n'est pas si évident, il n'est pas si incontestable dans notre société, en France aujourd'hui, et il n'est pas si connu. Et donc je pense qu'en effet, ce temps, comme vous l'avez dit, qui est maximum 6 mois, il me semble nécessaire et il me semble l'objet finalement politique le plus approprié pour déjà avoir ce message plus fort, parce qu'il n'est pas assez fort. Pour partager le diagnostic, pour tirer la sonnette d'alarme et ensuite agir. TikTok, ce sont des contenus sur le suicide, sur l'automutilation, les troubles alimentaires. Certains ados sont bombardés vraiment de contenus mortifères. Il y a des passages à l'acte, mais pas forcément. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de mal-être. Les effets psychologiques, qu'est-ce qu'on en sait précisément dès aujourd'hui? C'est ça le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de quantifier et de poser vraiment un diagnostic, comme vous le disiez tout à l'heure, sur quel est l'effet psychologique direct de l'usage de TikTok. Et donc, cette commission d'enquête, encore une fois, elle va nous permettre, avec les auditions qu'on pourra avoir, avec les questions qu'on posera évidemment à TikTok, de pouvoir dresser ce constat qui soit en effet très clair sur l'impact. Vous le disiez, on enferme, ce réseau social, c'est un peu sa raison d'être, oui. C'est d'enfermer les enfants. Dans les vulnérabilités.
vulnérabilité des jeunes. Exactement. Et on le voit d'ailleurs, chacun peut, vos auditeurs peuvent le faire très facilement lorsqu'on s'inscrit sur TikTok. En fait, sans avoir manifesté quelconque intérêt pour une matière, pour voilà, un loisir, eh bien, on est très rapidement voilà, avec des vidéos qui vous sont proposées. Et si vous avez le malheur, entre guillemets, de passer un petit peu plus de temps sur une vidéo, y compris parce qu'elle vous choque, finalement, TikTok vous renvoie ce genre de vidéos, la nature de ces vidéos, de façon extrêmement massive et infinie. Vous allez les convoquer, TikTok, oui, les dirigeants? Oui, c'est ce qu'on a la capacité de faire avec une commission d'enquête parlementaire et évidemment, il faut qu'on puisse les entendre. Comment vous expliquez que ce réseau social chinois est lui-même interdit dans son pays, la Chine? Et bien sûr, ça pose une vraie question. Ce réseau a ses enfants. Ouais. Il nous impose ce qu'il s'interdit. Exactement, la réponse est dans la question, c'est que vraiment, ça nécessite qu'on soit moins faible vis-à-vis de ce réseau social. Donc il y a une forme de guerre qui nous est un peu menée par la Chine avec ce réseau. Sans doute, et en effet, je pense que depuis le début, sans doute qu'il y a eu des voix qui se sont élevées contre la nocivité de ce réseau social et des réseaux sociaux peut-être aussi de manière générale, mais maintenant, le temps, comme vous le disiez tout à l'heure, il est à l'action et on doit pouvoir, nous, législateurs français, trouver des solutions pour protéger nos enfants et les plus vulnérables. Pour bien comprendre ces contenus dépressifs, j'ai vu qu'il y avait par exemple « Donnez-moi une corde »,« Donnez-moi un couteau ». Ça ne tombe pas sous le coup de la loi aujourd'hui, c'est ça? Parce que ce n'est pas de l'incitation à la haine ou à la violence. Non, en revanche, ça, à mon avis, alors en fait, il y a une enquête qui est en cours de la part de la Commission européenne avec l'outil juridique qui nous est permis avec le DSA, le fameux DSA qui a été voté il y a quelques temps. Pour autant, on voit bien que l'enquête, et ça sera peut-être aussi l'objet de nos auditions, elle est en cours à l'échelon de la Commission européenne. On n'en voit pas les fruits et on ne voit pas finalement de sanctions qui peuvent être données à l'égard de TikTok. Les sanctions, voilà, elles sont possibles et notamment sur ce genre de contenu. Ils ont une obligation de modération que nous imposons grâce au droit européen. On voit bien que dans les faits, cette modération, elle est quand même toute relative. Alors voilà, pour planter le décor, on va instaurer le dialogue avec Servane Bouton. Bonsoir et merci d'avoir patienté. Ça fait des années que la neurologue que vous êtes et la neurophysiologiste que vous êtes travaillent sur ces sujets. Est-ce que vous diriez que TikTok, c'est le pire des réseaux sociaux pour nos ados? Et si oui, pourquoi? Et à quel point, au fond, TikTok vous inquiète de tous ces effets un peu hypnotiques sur nos ados? Alors, je n'ai pas patienté, j'ai écouté. Alors, est-ce que c'est le pire? Difficile à dire. Les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont populaires chez les plus jeunes comme chez les moins jeunes d'ailleurs, reposent tous sur un modèle économique qui est toxique en lui-même, c'est celle qu'on appelle maintenant et dont très couramment utilisée l'économie d'attention, qui vise à manipuler notre attention pour nous faire passer le plus de temps possible en ligne, nous faire revenir le plus possible sur les sites et ainsi monnayer des données de navigation à des fins notamment publicitaires. Donc TikTok, comme des autres réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram, on peut tous les passer en revue, fonctionne sur ce modèle-là. Il est peut-être particulièrement efficace parce qu'il s'est distingué par notamment la brièveté des vidéos et on sait que la nouveauté est un élément très accrocheur pour le système de récompense notamment. Donc cette brièveté des vidéos et donc la nouveauté successive est très accrocheuse et ça le rend aussi très efficace pour cibler en très peu de temps les affinités de l'usager, puisque les vidéos très courtes et même souvent pas visualisées en totalité vont s'enchaîner et en une minute, il y a déjà eu parfois une dizaine de vidéos qui permettent déjà de cibler le profil de l'utilisateur. Alors l'Assemblée va travailler. Je ne sais pas. L'Assemblée va travailler sur les effets psychologiques, mais vous qui êtes neurologue, vous les connaissez, ces effets. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? On évalue à peu près 5 heures. Alors les chiffres varient, ils ne sont pas tous vraiment très actualisés depuis le Covid, mais 5 heures par jour pour les adolescents entre 13 et 18 ans sur les écrans. Qu'est-ce que ça produit sur nos cerveaux concrètement? Il y a la question du contenu et puis il y a, indépendamment du contenu, en effet le temps qui est passé devant l'outil numérique qui a en lui-même des effets sur la santé physique et mentale. Par le biais de la sédentarité, les activités sur écran sont des activités sédentaires, par le fait que les activités sur écran vont venir d'une certaine façon en compétition avec des activités notamment physiques de niveau modéré ou soutenu, donc des activités sportives, et aussi avec le sommeil. Or,
pour être en bonne santé globalement et en bonne santé physique et en bonne santé mentale, il faut avoir un équilibre de vie qui intègre des activités physiques et sportives, peu de sédentarité et une bonne qualité et une quantité suffisante de sommeil. Et le problème, c'est l'écran en lui-même, c'est le contenu, ou c'est le réseau social, le contenu du réseau? C'est le contenant ou le contenu? C'est les deux, puisque les grandes plateformes, quelles qu'elles soient, reposent sur ce modèle d'économie de l'attention. Donc le temps qu'on va y passer est souvent bien supérieur à ce qu'on avait escompté, imaginé, voulu, réfléchi. Et ne serait-ce que par ça, déjà, il y a ses effets sur la santé physique. Et également sur la vision, mais c'est encore un autre sujet. Donc, oui, indépendamment du contenu. Et ensuite, il y a le contenu en lui-même qui peut être en effet hyper violent, anxiogène, morbide, pornographique, la pédocriminalité. Enfin voilà, il y a tous ces contenus, mais indépendamment du contenu, je veux dire de la caractéristique précise du contenu, le modèle d'économie de l'attention conduit à des usages excessifs qui eux-mêmes retentissent sur la santé mentale par la privation de sommeil, par le manque d'activité physique, par la sédentarité. Oui, les troubles physiques, psychologiques sont très importants. Laure Miller, et je reviendrai vers vous, Servane Mouton, les parents dans tout ça, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'ils ont conscience que leurs enfants regardent TikTok et ce qu'on y trouve? Est-ce que le contrôle parental est fréquent? Est efficace, surtout, en effet, oui, je pense que la commission d'enquête devra aussi regarder ce qui est efficace, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. En effet, le sujet du contrôle parental, souvent les plateformes se retranchent derrière l'existence de ce contrôle parental. Aujourd'hui, TikTok annonce la possibilité pour les parents de modérer et d'imposer finalement à leur enfant un temps d'écran maximum. On voit bien qu'en effet, elles essayent de mettre en place certains outils. Encore faut-il que les parents aient la capacité de mettre en place ces outils, techniques notamment, parce que ce n'est pas si évident. Et puis aussi, l'enfant a une grande capacité de passer outre ces contrôles parentaux et de trouver la technique pour finalement continuer à utiliser les réseaux sociaux. En revanche, je pense une chose, c'est que si nous, pouvoirs publics et législateurs en l'occurrence, parvenons à trouver des solutions techniques et à inscrire dans la loi une forme d'interdiction, même si en effet on peut discuter de son efficacité à 100%, je pense que ça peut être un outil qui permet aux parents d'être plus à l'aise dans l'interdiction qu'ils peuvent donner à imposer à leurs enfants. Je crois qu'on a bien compris que c'est un véritable débat de société, donc peut-être qu'une loi sera nécessaire. Avant de vous poser la question de l'interdiction, je la pose à Servane Mouton, si elle est restée avec nous. Madame Mouton, ce débat-là, il nous appartient à nous tous. Est-ce qu'il faudrait qu'il soit tranché par la loi, interdire ou non? Pourquoi pas par un référendum, puisque le président a l'air de vouloir s'intéresser à consulter les Français? Le référendum est une idée. En effet, la question du numérique au sens large, celle des réseaux sociaux notamment, mais des jeux vidéo et plus globalement de la place du numérique dans notre société est une question sociétale qui pourrait être discutée et évaluée par un référendum. Encore faut-il que les informations délivrées à ceux qui vont se prononcer soient objectives et suffisamment exhaustives pour qu'ils puissent se faire leur propre idée. Je voudrais quand même juste souligner quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, seul le trouble du jeu vidéo en ligne, l'Internet Gaming Disorder, est reconnu comme un comportement de type addictif dans la classification internationale des maladies. On n'a pas d'équivalent reconnu pour les réseaux sociaux. Simplement, c'est une histoire probablement de temps. Voilà, ce type de classification est réévalué régulièrement, mais elle prend du temps. Donc on parle d'usage excessif ou problématique. Et les études sont très variées en termes de résultats. Ça va de 5 à 30% des jeunes usagers qui ont un usage problématique ou excessif. Donc c'est énorme. Donc on parle de contenu, on va dire addictif-like. On ne va pas dire addictif puisqu'on n'a pas le droit, mais addictif-like. Et ça me semble très étonnant qu'on laisse à disposition des mineurs de tels contenus, y compris des jeux vidéo en ligne, alors que des substances addictives telles que le tabac et l'alcool leur sont interdite à la vente. C'est dit. Merci beaucoup. Le travail de cette commission va commencer. Merci Servane Mouton. Est-ce que vous avez déjà une conviction sur la question de l'interdiction? Oui, alors j'aime beaucoup le parallèle qui vient d'être fait avec la cigarette et le débat sur le tabac qu'on avait à l'époque lorsqu'on l'a interdit aux mineurs. Ce parallèle me semble intéressant. Aujourd'hui, on n'aurait plus l'idée de donner une cigarette à un enfant parce qu'on sait la nocivité et c'est reconnu, incontestable. Eh bien, je pense qu'il faut en effet qu'on arrive à avoir ce constat qui soit clair pour tout le monde de la nocivité en soi du réseau
réseau social et notamment de TikTok à l'égard de nos enfants. Et je pense que la conséquence c'est l'interdiction. Assez évidente. Le recours à la loi, les Australiens l'ont fait pour les mineurs jusqu'à 16 ans. On verra ce qu'il en est de ces travaux de votre commission d'enquête. Merci beaucoup, Laure Miller, d'être venue en direct sur LCP. On va terminer avec un grand angle. Souvenir. Voilà donc les cahiers de doléances. Un grand angle ce soir sur ces consultations citoyennes. Elles étaient plus de 200 000 après le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu un véritable emballement des Français. Bonsoir Marie Pochon. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée écologiste de la Drôme et c'est vous qui défendiez à l'Assemblée aujourd'hui cette proposition de résolution sur l'ouverture de tous les cahiers de doléances. Elle a été adoptée à l'unanimité. On va y revenir. Bonsoir Romain Benoît-Lévy. Bonsoir. Merci d'être là, professeur d'histoire-géographie, doctorant en histoire à l'université Rennes 2. Vous avez beaucoup travaillé, notamment sur les documents de ces citoyens de la Somme. Avant de vous entendre, eh bien, regardez, on s'en souvient de ces cahiers de doléances. C'était en 2019. Ça avait été un succès. Alors pourquoi sont-ils restés lettres mortes? Élément de réponse, Hélène Bonduel. Grand angle, juste après. C'était il y a 6 ans, au moment des grands débats qui faisaient suite au mouvement des Gilets jaunes. Près de 20 000 cahiers de doléances rédigés aux 4 coins de la France, que vous, Marie Pochon, voulez rendre accessibles à tous. Des milliers de cahiers, noircis des colères, des espoirs, des histoires de vie, des préoccupations et des propositions de nos concitoyens, souvent les plus éloignés de ceux qui en décident pourtant. Un trésor national. Dans une assemblée plus que jamais morcelée, il n'a jamais été aussi temps de restituer et publier les doléances, de reconnaître le caractère inédit et historique de leur recueil. Un exercice démocratique inédit pour exprimer les mots des Français. Donner aux travailleurs et aux retraités les moyens de vivre décemment, baisser les loyers. Puisque Monsieur le monarque condescend à nous laisser encore écrire nos doléances, j'exprime ma colère. Moi j'ai demandé une fiscalité beaucoup plus progressive. Fin du présidentialisme, baisse de la TVA sur les besoins et services de première nécessité. Plus de 200 000 contributions qui jusqu'à présent dormaient dans les archives départementales. Donc c'est un outil de pédagogie citoyenne, effectivement, que nous mettons à disposition de tous. Une grande partie a été numérisée, mais en réalité, peu de citoyens sont allés les consulter. Pourtant, leur décryptage en dit beaucoup sur la société. Une chercheuse a décortiqué les archives de la Creuse. On avait une surreprésentation des adjectifs petits et grands. On avait 2 axes qui se dessinaient vraiment de façon très nette, avec d'un côté voilà, tout ce qui a trait à la domination, en fait, les grandes routes, les grands patrons, les grandes structures, et de l'autre les petits, donc les petits agriculteurs, les petites retraites. La division entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas. C'était d'ailleurs les mots du Premier ministre dans son discours de politique générale qui, en janvier dernier, disait vouloir ouvrir ces cahiers de doléances. Marie Pochon, adoption à l'unanimité, il y avait une attente, aussi bien d'ailleurs des Français que de leurs représentants. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ou comment? Alors dans l'immédiat, ça va prendre un tout petit peu de temps pour pouvoir publier l'ensemble de ces doléances. Ce qui va changer, c'est qu'effectivement, l'idée c'est de pouvoir publier ces doléances en open source sur une plateforme sans doute data.gouv.fr pour que l'ensemble de nos concitoyens... Tout a été numérisé ? Et l'ensemble des chercheurs, à peu près 80% on estime, mais je pense que mon collègue pourra mieux répondre, mais c'est à peu près 80% de l'ensemble des doléances qui ont été numérisées. Et pourquoi ça n'était pas ouvert à tous, seulement aux chercheurs, en faisant la demande, etc. On nous a objecté, au début de ce travail-là que nous avons fait, du travail parlementaire, on nous a objecté des raisons techniques. La difficulté de l'anonymisation, son coût, etc., qui semble être tout à fait levé aujourd'hui dans l'annonce qui a été faite par le ministre des Relations avec le Parlement. Moi, votre attente à vous, en tout cas, c'est qu'il y avait aussi une volonté de clore pour toujours cette parenthèse et de ne pas la rouvrir, de ne pas également, de ne pas être confronté peut-être à pour vous, la parole les cahiers, c'est la trace au fond d'une promesse non tenue après le grand débat. Il y a ça, et il y a également une parole des Françaises et des Français qui s'est exprimée de manière massive à l'époque. Et je pense que ça ne correspondait pas tout à fait à ce que certains de nos gouvernants voulaient faire dire aux Françaises et aux Français dans les politiques qu'ils menaient. Alors Romain Benoît-Lévy, vous avez travaillé sur les cahiers de doléances, notamment dans le Nord, dans la Somme.
qu'est-ce qu'on y trouve? Quels sont les invariants? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, au fond, d'un premier bilan de vos travaux de recherche? Alors moi, les travaux de recherche, je ne les ai pas menés seuls. Hein. Je fais partie d'un groupe de 6 chercheurs qui ont travaillé sur la Somme. Et il y a aussi beaucoup de chercheurs, on a vu dans la Creuse, mais aussi dans d'autres départements qui ont tous travaillé de manière indépendante et autonome. Et c'est pour ça qu'on attendait aussi quelque chose qui puisse aussi donner un élan plus national. Après, qu'est-ce qu'on y trouve en fait? On y trouve des choses qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont circonstanciels. À l'époque, on demande le rétablissement de l'ISF qui venait d'être supprimé, l'impôt sur la fortune. On demande la suppression de la CSG qui avait été généralisée juste avant. Et on demande aussi un certain nombre de mesures comme le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et puis, en fait, beaucoup de questions très hétérogènes, beaucoup de propositions très hétérogènes, très diverses et variées. On pourrait avoir l'impression à première vue que ça parlait de tout et n'importe quoi, mais en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que quand on regarde vraiment dans le détail, qu'on essaie de faire des liens entre les choses qui sont proposées... Alors, il y a un fil rouge, une continuité ? Oui, il y a un fil rouge, tout à fait. Ce fil rouge, déjà, c'est le fait que ce ne sont pas que des propositions circonstancielles. Ces demandes de justice sociale, de justice fiscale, en fait, elles sont plus longues. Elles se concentrent sur l'ISF et la CSG, mais parce que ce sont les 2 principales mesures du début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, donc qui viennent d'être prises, en fait. Bien sûr. Mais derrière, nous, ce qu'on a constaté dans la Somme et ce que constatent les autres chercheurs, c'est vraiment que, en fait, ces citoyens sont venus parler de l'État. Ils sont venus parler de la contribution. Et pas forcément de leur situation personnelle. Alors, leur situation personnelle, elle doit être un exemple sur la situation, en fait, des gens qui leur ressemblent. C'est-à-dire que les gens ne sont pas venus parler de leurs problèmes et demander le règlement de leurs problèmes. C'est-à-dire que quand les gens décrivent leur situation personnelle, qui parfois est très touchante, parfois vraiment fait mal à lire, parce qu'il y a vraiment des situations très dures qui sont décrites parfois, même si c'est assez rare. Mais à ce moment-là, ce n'est pas pour demander un règlement de sa propre situation individuelle. Il y a vraiment les gens qui sont venus écrire. Déjà, il fallait venir écrire. C'est un témoignage d'une situation qui peut arriver aux autres. Voilà, c'est ça. Et qui est symptomatique, d'une certaine façon, des dysfonctionnements du pays. Donc oui à l'impôt, mais il faut que ça se voie. Il faut que ça se voie dans nos services publics, il faut que ça se voie dans les transports. Voilà. Il faut que ça revienne. Donc il y a un problème peut-être de contrat social qui n'est pas respecté et une forme de brèche. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on va attendre qu'il soit vraiment disponible. Évidemment, c'est les chercheurs qui vont s'en emparer, mais c'est vrai qu'il y a une forme, comment dire, aussi de contrat moral à rendre public ces doléances, quelque part. Elles nous obligent, elles vous obligent, vous, comme député? Alors oui, tout à fait. Déjà, on se retrouve un peu dans une situation absurde à devoir débattre de la publication de ces doléances, alors même que c'est une évidence, c'était une promesse initiale, et bien évidemment que ça aurait dû déjà avoir lieu, on n'aurait pas dû attendre 6 ans, et la mobilisation de chercheurs, de collectifs citoyens, d'associations, d'élus locaux pour en arriver là. Maintenant, la publication ne va pas être une évidence, et l'implication des chercheurs ne va pas être une évidence. Et ça va être une bataille que nous allons mener aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plein d'entreprises privées qui seraient très intéressées d'avoir accès à l'ensemble de cette donnée, et notamment pour entraîner de l'intelligence artificielle, etc. Et donc là, l'enjeu d'un comité de pilotage que nous allons mettre en place avec le ministère, c'est bien évidemment d'assurer que la recherche publique ait toute sa place dans l'analyse, enfin, au-delà de l'analyse, pardon, mais dans la publication, dans la restitution de ces doléances. Et derrière viendra, bien évidemment, le temps politique de l'analyse. Et ça, c'est à chacune des familles politiques, c'est à chacun des parlementaires. Donc ça veut dire que chaque gouvernement, chaque parti va pouvoir, via cette plateforme, faire des propres recherches. On pourra chercher par mots-clés aussi, on pourra faire des recherches un peu plus ciblées. L'idée, c'est celle-ci, c'est que ce soit accessible à l'ensemble de nos concitoyens, que s'ils veulent chercher des mots-clés, ils puissent les retrouver sur une plateforme numérique, et que derrière, chacun puisse en tirer les fils qu'il le souhaite. Bien évidemment que les responsables politiques ont une responsabilité au regard de ça, de ne pas ignorer totalement la parole citoyenne, comme on le fait finalement depuis 6 ans. Mais au-delà de ça, c'est à l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes que ce sera accessible. Il y a une partie qui est sans doute un peu datée, parce qu'elle vient vraiment à un moment donné, post-gilet jaune, la question fiscale, mais apparemment, il y a aussi toute une partie qui reste un peu universelle, ou en tout cas qui ne change pas. À vous de vous en saisir. Dernière question, quand est-ce que ce sera disponible sur la plateforme, toutes ces doléances? Est-ce qu'on a une échéance? On va travailler dans les prochains mois. Le ministre a annoncé un décret déjà pour relever le statut des archives pour les doléances qui n'étaient pas accessibles, qui devraient tomber dans les 3 jours. Par contre, la question de la publication, de la restitution, ça prendra sans doute plusieurs mois. Plusieurs mois, mais pas plus d'1 an?
Nous espérons que ça prendra pas tant de temps, mais effectivement, si on veut inclure tout le monde, et également les citoyens, les chercheurs, etc., ça peut prendre un peu plus de temps, et je pense qu'il faut pouvoir l'assumer. Je pense que la qualité de la restitution et de la publication est aussi importante que la manière dont tout cela a été initié. Avec évidemment les réserves sur les questions de données personnelles. Comment vous accueillez, vous, l'historien, le chercheur, cette ouverture? Ce sont des archives pour les chercheurs, mais pour les citoyens que nous sommes tous. C'est une opportunité qui est ouverte, et c'est bien que l'Assemblée nationale s'en soit saisie, parce qu'il y a une demande citoyenne. Donc après, c'est au service public effectivement d'y répondre à cette demande citoyenne, mais d'y répondre effectivement dans les règles, en associant les différents services publics de la recherche, les archives, etc., pour pouvoir faire un vrai travail. Parce que, comme pour ceux de 1789, finalement, on ne peut pas faire les choses n'importe comment si on considère que c'est un trésor national. Merci beaucoup, et merci pour cette ouverture de ce trésor national au public qui prendra un petit peu de temps, on l'a bien compris. La transparence donc pour un droit de suite politique dans la perspective, pourquoi pas, des élections présidentielles. Merci d'être venu sur le plateau d'LCP. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour la voir, la revoir, la chaîne YouTube d'LCP et puis le podcast de Ça vous regarde désormais. Très belle soirée. À demain, même heure.